Alors maintenant, je vais lire la communication de Perrine Simon-Naoum, et après quoi, vous m'entendrez deux fois successivement, je vous lirai ma propre communication, qui est plus une communication de synthèse. Perrine Simon-Naoum a eu la gentillesse de nous envoyer le texte de sa communication. Elle est, malheureusement, le colloque Bérard, nous l'avons su il y a quelques mois, coïncide avec les auditions du concours de recrutement au CNRS, et Perrine est dans le jury. Elle doit être en train d'interroger des candidats à Meudon pour l'instant. Elle a eu la gentillesse de nous envoyer sa contribution sur un sujet crucial, qui est Victor Bérard et l'affaire Dreyfus. À plusieurs reprises, il a été déjà question, notamment par Corinne Bonnet, de cette relation entre la passion, la phénicomanie de Victor Bérard et sa réhabilitation des sémites, qui est aussi une vision anti-arienne de l'histoire. Et on peut bien entendu penser que le dreyfusisme de Victor Bérard fait également partie de cette question. Je veux dire, évidemment, ce dreyfusisme, il honore aussi, plus généralement, l'école normale supérieure, qui fut un grand foyer de dreyfusisme, et également l'école française d'Athènes. De nombreux Athéniens ont été des dreyfusards, Georges Perrault, Chamonard. Ce n'est pas étonnant, beaucoup de ces Athéniens étaient issus de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm. Donc je vais vous présenter rapidement Perrine. Elle est directrice de recherche au CNRS. C'est une des grandes historiennes du judaïsme français dans la France du XIXe siècle. Elle est également spécialiste d'Ernest Renan. Elle a édité sur les conseils de Pierre Vidal-Naquet. Elle a fait un travail extraordinaire qui était l'édition d'un gros manuscrit inédit d'Ernest Renan sur le grec au XVe siècle. Et c'est dans une préface magistrale que Perrine Simon-Naoum démonte notamment un contresens fécond qui ferait de Renan un des pères de l'antisémitisme, et rattachant Renan à la tradition de l'idéalisme allemand, elle démonte complètement cette accusation fausse et elle fait justice à Ernest Renan. Et donc maintenant, je vais lire sa communication sur Victor Bérard et l'affaire Dreyfus. C'est une communication que Perrine dédie à la mémoire de Jean Bollack, qui vient de nous quitter, cette communication qu'elle intitule « Ulysse chez les Dreyfusards, Victor Bérard et l'affaire Dreyfus ». Le 6 janvier 1898, Yves Guyot, directeur du journal Le Siècle, décide de publier la copie de l'acte d'accusation du capitaine Dreyfus que vient de lui porter son frère Mathieu Dreyfus. Il enfonce le clou le 8 janvier en y ajoutant une analyse méthodique de l'acte d'accusation. L'Aurore publie de son côté quelques éléments de l'analyse rendue par Bertillon, chef de l'identité judiciaire. Les réactions au rapport d'Omercheville sont immédiates. L'affaire Dreyfus fut, on le sait, une querelle d'experts. Sans doute est-ce pour cela que se jettent dans la bataille ceux des savants, que ne peut laisser indifférent de voir l'arbitraire antidémocratique bafouer le critère de vérité sur lequel se bâtit depuis les années 1880 non seulement l'université républicaine, mais aussi la démocratisation du pays. Normalien de la promotion 1884, élève de l'école française d'Athènes en 1887, Victor Bérard se range immédiatement dans le camp de ces savants dreyfusards. En l'absence d'archives personnelles, et peut-être que je sais que Étienne Bérard était en correspondance avec Perrine et que des échanges suivront, en l'absence d'archives personnelles, c'est dans l'œuvre déjà accomplie qu'il nous faut chercher les motifs de cet engagement. Frais émolu de l'école française d'Athènes, examinateur au concours d'entrée de l'école navale depuis 1891, Victor Bérard a déjà publié un ouvrage consacré au massacre des Arméniens en 1897, La politique du sultan.
On peut donc mettre son dreyfusisme sur le compte à la fois des influences qui se sont exercées sur le normalien, mais aussi de l'engagement du jeune archéologue que ses séjours en Orient, passage obligé des élèves archéologues, ont très vite sensibilisé non seulement aux problèmes des minorités, mais également au rôle politique de la science. C'est donc plus en historien qu'en philologue qu'il intervient sur ces sujets. Ainsi, la place de Bérard dans l'affaire Dreyfus nous éclaire-t-elle sur la suite de son parcours scientifique et nous permet de nuancer la place tenue par la philologie dans le paysage disciplinaire et politique français. Tout d'abord, première sous-partie, Ulysse chez les Dreyfusards, une affaire d'écriture. S'il est procédé à une expertise locale, nous sommes rassurés et je suis bien tranquille. C'est sur l'analyse du bordereau dont le fac-similé avait été publié par le Temps le 10 novembre 1896 que Scheurer-Kestner, vice-président du Sénat, fait porter l'offensive des Dreyfusards en cette fin d'année 1897, après les mises en cause répétées des conclusions des experts par Monod et la publication par Bernard Lazare le 12 novembre 1897 de sa brochure « Une erreur judiciaire, la vérité sur l'affaire Dreyfus ». Si les juristes sont très tôt alertés par les irrégularités de procédure, sans pour autant être convaincus de l'innocence de Dreyfus, les savants sont de la même façon rapidement ébranlés par les circonstances qui entourent autant la condamnation de Dreyfus que les éléments qui la composent. Voici ce que dit Bréal, Michel Bréal. « Je n'ai pas à croire ou à ne pas croire à l'innocence de Dreyfus, mais je ne crois pas à sa culpabilité parce que la vie m'a instruit à ne croire que ce que je comprends. Or, je ne comprends pas le crime de Dreyfus. Et je ne comprends pas parce que jusqu'à présent, on ne m'a fourni aucun mobile intelligible. » Tout est dit dans cette affirmation du grammairien Bréal, spécialiste de mythologie et de grammaire comparée, rapporté par Léon Blum dans ses souvenirs sur l'affaire en 1835, de l'éthos des savants qui les conduira à s'engager et à l'émergence duquel Vincent Duclerc a consacré ses travaux. Nul doute qu'il n'en soit de même pour Victor Bérard. Il sera l'un des premiers signataires de la protestation, réclamant, aux côtés d'Émile Duclos, Lucien R, Charles André, la révision du procès. L'examen de cette première liste fournit une première hypothèse, celle de l'influence qu'ont exercée sur lui d'autres normaliens, ou du moins de l'inscription de Victor Bérard dans le groupe que forment avec lui Lucien R, entré un an avant lui à l'école, et Charles Andler, intégré la même année. Voici ce qu'écrit Élie Halévy à la veille de la publication de la première liste. « Nous croyons être 70. En comptant, nous nous sommes aperçus que nous étions 100. Zola et France en tête. Et après eux, les meilleurs parmi ceux qui ont de 25 à 35 ans, Bérard, Andler, Greg, Rivoire, etc. Tous trois fréquentent au cours de la scolarité à l'école Paul Dupuis, devenu en 1885 le surveillant général de l'ENS, camarade de promotion à la fois de Lévi Brûle, cousin de Lucie Dreyfus et de Salomon Reynac, second savant parmi les Dreyfusards de la veille. Dans la biographie qu'il publie de son ami en 1929, Vie de Lucien R, Andler témoigne de ce que fut leur réaction. Nous étions restés dans un silence consterné et sceptique devant ce jugement. Or, Lucien R fut l'un des principaux protagonistes de la mobilisation des intellectuels, en raison de son rayonnement intellectuel et moral. Durant l'été 1897, il s'attaque à l'affaire, confrontant les témoignages aux circonstances qui entourent le procès. Vincent Duclerc note qu'il attire, dès l'automne 1897, dans le premier cercle des Dreyfusards, Andler, Seignobos, Élie Halévy, mais aussi Victor Bérard. C'est lui qui imagine de la même façon, après l'acquittement d'Esterhazy par un conseil de guerre, le 12 janvier 1898, de réunir les protestations individuelles sous une forme collective, emboîtant le pas des normaliens qui avaient publiquement soutenu Monod à l'automne 1897. On retrouve d'ailleurs un certain nombre de Dreyfusards parmi les Athéniens, comme Gustave Bloch, promotion 1873. On peut aussi supposer qu'à l'instar de ses camarades, Victor Bérard a été sollicité pour recueillir d'autres signatures. Le 14 janvier paraît dans Le Siècle et dans Le Temps la pétition Duclos, tandis qu'une nouvelle liste sera publiée dès le lendemain. Qu'il se rattache à l'école normale ou à l'EPHE, les collègues et anciens disciples de Bérard sont en effet nombreux parmi les signataires des premières
première liste. C'était de la part de Bérard assumer un certain risque, dans la mesure où cette prise de position ne pouvait pas manquer de peser sur son poste d'examinateur au concours d'entrée de l'école navale. On suppose, sans en avoir la certitude, que son engagement de Dreyfusard vint fragiliser sa position d'enseignant à l'école normale supérieure de marine et d'examinateur à l'école navale, milieu, on le sait, qui n'était pas particulièrement Dreyfusard. Deuxième sous-partie, Antiquisant et Dreyfusard. Faute de détails sur l'engagement Dreyfusard ultérieur de Bérard, on peut suivre son parcours Dreyfusard à travers ses recherches scientifiques et les ouvrages qu'il fait paraître au cours de ces années. Il ne s'agit pas ici d'entrer dans les détails de l'analyse philologique, mais de signaler les points de rencontre entre l'engagement Dreyfusard et la conception de la science qui ressort de ses études. J'en prendrai deux ouvrages permettant de croiser son approche de la méthode dreyfusarde, empruntés aux ouvrages les plus contemporains. Le premier dans le domaine de la philologie, à partir de la démonstration conduite dans les Phéniciens et l'Odyssée. Le second dans l'ordre politique, à travers le lien établi très tôt, en raison de sa formation à l'école d'Athènes, entre science et diplomatie, et son intérêt marqué pour le sort des minorités à travers la lecture de la politique du sultan. Chargé depuis février 1896 de la chaire de géographie historique de l'Antiquité à l'École pratique des hautes études, Victor Bérard met progressivement au point une méthode permettant de garantir la scientificité des observations faites dans ce domaine. Sa qualité d'athénien renvoie déjà à une exigence de scientificité, puisqu'il intègre l'École française d'Athènes dans les années où celle-ci accomplit sa révolution scientifique, visant à consolider sa crédibilité scientifique et à renforcer le rayonnement de sa présence internationale. Même s'il n'est pas présent sur les principaux chantiers de fouilles, il en adopte la méthode, à savoir la reconstitution des lieux, selon la description de leurs dispositions dans les textes qui nous sont parvenus de l'Antiquité. La publication des deux volumes consacrés aux Phéniciens et l'Odyssée en 1902-1903 extrapole les principes de cette méthode appliquée au voyage d'Ulysse. On applique aux monuments l'ordre des textes. Ce sont ici, encore une fois, moins les conclusions philologiques que les procédés scientifiques qui nous retiendront. La thèse de Bérard a été rappelée, les chants 5-14 de l'Odyssée, ce qu'il appelle l'Ulyséide, ne serait rien d'autre qu'un périple phénicien transposé en vers. La question à laquelle nous sommes ici confrontés est celle des origines grecques. Or, l'archéologie et la philologie, les deux sciences généralement convoquées à cet effet, n'ont pu y répondre. Il faut donc chercher ailleurs et différemment à l'aide d'autres traces, comme dirait l'historien Carlo Ginzburg, qui était à Athènes, je pense, récemment. Ce faisant, Victor Bérard va différemment dérouler le même type de raisonnement que les experts convoqués pour examiner le bordereau. La topologie, qui désigne la science qu'il définit comme la science des sites, s'appuiera sur la description matérielle des objets étudiés, en l'occurrence les sites géographiques, ailleurs le document graphique, et confrontera dans un va-et-vient les renseignements tirés de l'observation immédiate à la logique culturelle, qui régit l'existence des objets étudiés, selon une loi historique qui veut que des conditions naturelles découlent toujours les mêmes conséquences sociales. C'est à cette généralité qu'il convient de rapporter ensuite les cas particuliers auxquels renvoie l'expérience, en l'occurrence le voyage nautique que Bérard accomplit en mars 1901 sur les traces d'Ulysse. La certitude ne naît pas d'une vérification a posteriori, elle provient de la congruence des faits rassemblés. Tel est également l'usage qu'il fait de ce qu'il appelle les doublets gréco-sémitiques. Si une étymologie est toujours sujette à soupçon, un doublet porte en lui-même la preuve d'authenticité pourvu qu'il soit bien établi et il s'impose à tout homme de bonne foi. De la déduction, on passe à l'induction. C'est précisément ce que permet la topologie dans la mesure où elle a cet avantage de révéler des faits localisés dans l'espace et dans le temps, là où l'archéologie ne procure qu'une chronologie invérifiable et une géographie incertaine. Au-delà de l'examen scientifique des traces, qui nous rapproche de la conduite à tenir à partir de l'examen du bordereau, Victor Bérard rompt ensuite avec la vision de l'histoire qui parcourt les études classiques au XIXe siècle. Les malheureux Phéniciens sont devenus l'objet de la profonde antipathie de plusieurs savants que l'on serait presque tenté de mettre en rapport avec le mouvement antisémite de nos jours, écrit Bérard dans les Phéniciens et l'Odyssée. Réhabiliter les Phéniciens,
C'est donc aussi dans l'esprit de Bérard rétablir les Juifs dans leur droit historique, leur rendre une place que leur a refusée pour des raisons idéologiques les philosophes des Lumières et que le XIXe siècle a continué de leur dénier. Victor Bérard s'attache enfin à dégager une forme d'invariant culturel que viendrait travailler une invention poétique, définissant une forme d'anthropologie structurale avant la lettre. Il opère une distinction entre fiction et réalité, permettant de dégager ce qui lui tient à cœur, à savoir insuffler au sein des études classiques le cadre et la charpente d'une histoire rationnelle. Cette approche rationnelle de l'histoire renvoie à la méthodologie promue par les chartistes et les historiens, partie prenante du procès d'Émile Zola pendant l'affaire Dreyfus. En se plaçant dans la ligne interprétative de Wilamowitz qui minorait la place de l'imaginaire chez les Grecs, en transformant l'Odyssée en une leçon de navigation, en établissant une claire distinction entre le fictif et le rationnel dans l'Antiquité grecque elle-même, Bérard appelle à rendre clairement ses droits à la raison, laquelle peut toujours se découvrir derrière le mythe. À l'image d'autres savants dreyfusards, comme Michel Bréal, il cherche à étendre l'analyse philologique à tout type de textes, y compris les plus mythiques. Bréal écrit sur ce domaine réservé: il semblait que toute recherche d'une époque précise, d'une patrie déterminée, d'une cause compréhensible, fût comme interdite. De même que pour Bréal, aborder les poèmes homériques à l'aide de la philologie revient d'une certaine façon à rationaliser la mythologie qu'ils contiennent, rétablir la connaissance géographique des auteurs des poèmes homériques revient pour Bérard à en atténuer l'Antiquité et donc à en autoriser une lecture critique. Encore une citation: en écartant le merveilleux, dont depuis 3 âges d'hommes on entoure la genèse de l'épopée grecque, nous croyons rester fidèles au devoir de la critique. Elle est naturellement ennemie du demi-jour, et surtout, elle ne doit pas laisser s'introduire le mystère dans ce pays grec où l'on a toujours adoré la lumière et la raison, écrit toujours Michel Bréal. S'il cherche dans un but scientifique à ramener les Phéniciens et les Juifs dans le monde antique, Victor Bérard, formé au sein de l'école d'Athènes, a très tôt conjugué sensibilité politique et intérêt scientifique. Ainsi, l'engagement immédiat pour le camp dreyfusard trouve-t-il sans doute son origine dans la sensibilité développée au cours de ses missions en Orient aux problèmes politiques et notamment au traitement des minorités. Il porte moins son attention sur la Grèce proprement dite, même s'il effectue des fouilles à Mantinée et à Thégée en 1888-1890, que sur d'autres sites méditerranéens. Dans la Turquie et l'hellénisme contemporain, Bérard écrit « Durant 3 années passées dans le Levant, j'ai visité les pays grecs et la majorité des pays turcs. Je voulais étudier la question d'Orient sur place, sans opinion préconçue. » On l'a vu, il s'intéresse à Constantinople et à la politique de répression du sultan Abdulhamid, et le massacre des Arméniens lui serviront de propédeutique à l'engagement dreyfusard. Il en rapporte le récit par des témoins des massacres qui s'y déroulèrent entre le 26 et le 28 août 1896, dont il cherche à démontrer qu'ils ne doivent rien à un mouvement populaire, mais tout à une décision politique du sultan. Le motif de son enquête est assez clair. Au-delà de la défense de minorités opprimées et de l'ignorance volontaire dans laquelle se tient l'opinion française, Victor Bérard a cœur de dénoncer le fanatisme religieux construit de toutes pièces par les autorités turques pour monter Kurdes et Arméniens les uns contre les autres. Victor Bérard fonde sa démonstration sur la description des événements qui ont conduit au massacre des communautés arméniennes du district de Sassoun et de la ville de Diyarbakir au cours de l'année 1894, située en Arménie kurde, et au rapport produit par les diplomates français et anglais. Depuis cette date, ce sont, affirme-t-il, plus de 500 communautés turques qui ont été massacrées sur ordre du sultan. La raison en est avant tout la peur qui habite le sultan et anime le système de gouvernement. De même que les Juifs sont accusés en France de servir l'ennemi allemand, les Arméniens sont désignés par le sultan comme les alliés de l'ennemi russe. Et l'ironie n'est pas absente de la démonstration. Voici ce qu'écrit Victor Bérard. On prête à Saïd Pacha un mot qui doit avoir été prononcé. On supprimera la question arménienne en supprimant les Arméniens. Pour nos cerveaux européens, c'est là une telle sottise et une telle monstruosité qu'il est difficile, au premier abord, d'admettre une telle préméditation.
À la vérité, ajoute Bérard, le sultan s'autorisait d'exemples donnés par l'Europe. Dès lors, le massacre est inévitable et n'attend pour se déclencher que le plus petit incident. Ce que l'on voit se mettre en place, ce sont, semble-t-il à Perrine, les attendus d'une science dreyfusarde qui regroupe un certain nombre de disciplines, au premier rang desquelles la philologie et l'histoire. Cette science repose sur deux principes, celui d'un examen objectif des faits, emprunté à la méthode expérimentale de Claude Bernard, et celui du choix de l'hypothèse qui paraît la plus rationnelle, consacrée par l'édification d'un faisceau de preuves. On a une stricte transposition de la méthode appliquée par l'enquête judiciaire, reprise par les savants à l'examen du bordereau. Si la science homérique de Bérard nous renseigne sur les raisons qui l'ont conduit à s'engager d'emblée dans le camp dreyfusard, sa participation à l'affaire nous invite en retour à reconsidérer sa position scientifique. Bérard est tenu pour un véritable savant, philologue exigeant et au fait des recherches menées dans les autres pays, notamment l'Allemagne, et ça on l'a vu par la communication de Michel Espagne, qui a vu que celui qui dénonçait le mensonge de la science allemande avait une parfaite connaissance de cette science allemande. On le voit à plusieurs reprises dans son analyse des poèmes homériques reprendre les analyses de Wilamowitz, ce qui signifie non seulement qu'il aborde la question homérique avec la plus grande scientificité, mais qu'il opte à ce sujet pour les positions les plus novatrices dans le champ philologique. Il se situe donc à la pointe de ce que la philologie française compte de savants en matière d'études homériques. Pourtant, la lecture des travaux de Bérard sur la question homérique conduit aussitôt à nuancer ce sentiment en le rattachant plus volontiers à une position de critique historique, celle qu'ont en commun philologues et historiens dreyfusards à la fin du siècle, que strictement philologique. L'été 1898 voit en effet se multiplier les articles scientifiques qui revisitent à partir de l'affaire Dreyfus les annales judiciaires, exhumant les procès où s'est illustré l'arbitraire du pouvoir. Gaston Paris consacre un article dans la revue du Palais au procès de Guichard, évêque de Troyes sous Philippe le Bel. Arthur Giry démonte les mystifications liées à l'affaire Vrain-Lucas, du nom du faussaire qui réussit à convaincre un certain nombre de savants français, en 1867, d'attribuer la découverte des lois de la gravitation à Pascal et non à Newton. Joseph Reynac, plus proche de l'affaire, analyse dans une enquête intitulée « Les faussaires », parue dans le siècle entre le 21 juillet et le 11 août 1898, les télégrammes et les lettres signées Blanche et Speranza, mettant en cause le lieutenant-colonel du paty de Clam. Giry affirmant dans le même journal le 23 août la capacité de l'analyse philologique appliquée au bordereau à révéler la personne de son auteur. Il dénonce la méthode Cavaignac, qui en appelle à l'autorité contre la critique. La préface des preuves de Jaurès, en librairie en septembre 1898, achève de donner au discours philologique une portée juridique. Cette science nouvelle, qui semble prendre corps dans le champ de la philologie, se révèle en réalité plus historique que philologique. Les arguments avancés par Arthur Giry dans son examen de l'affaire Vrain-Lucas ne se basent pas sur la critique interne des textes, mais sur les conditions historiques qui entourent la formulation des théories. État des connaissances à l'époque de Pascal, nécessité de connaissances qui n'existaient pas à l'époque. Il en est de même de Gaston Paris. C'est dans ce combat que s'inscrit Victor Bérard et lorsqu'il endosse l'habit du Dreyfusard. L'orientation historique que prend l'interprétation des textes au détriment d'une critique interne des textes éclaire en effet l'entreprise scientifique de Victor Bérard. S'il peut être considéré comme le seul véritable homérisant, Victor Bérard occupe une place trop marginale dans le système universitaire pour compter réellement. Et ça, Perrine insiste sur un fait qu'on avait effectivement remarqué, observé aussi par Gilles Pécou, c'est que oui, cet homme, à l'école pratique des hautes études, à l'école navale, il occupe en fait une position marginale dans le système universitaire.
C'est également le cas de ceux avec lesquels il discute, comme Bréal, professeur au Collège de France, ou l'ethnologue Van Gennep. Sans doute aurait-il échoué à imposer une véritable science homérique si tel avait été son but. On peut néanmoins émettre l'hypothèse qu'il en a été détourné par le débat qui entoura l'affaire Dreyfus. Il procède avec les poèmes homériques comme Arthur Giry avec le bordereau, hésitant à reconnaître de façon catégorique en Esterhazy l'auteur du bordereau, à partir de la simple expertise d'écriture, et recourant à un faisceau de preuves tirées de l'étude des conditions de production du texte. C'est donc bien dans la composition d'une histoire que s'inscrit l'Homère de Bérard, non plus histoire d'un auteur certes, mais histoire d'un texte, sorte de palimpseste marin auquel les navigateurs auraient chacun à tour de rôle apporté leur pierre. L'ensemble des récits qui forment l'Ulyséide répond à un même principe de composition. C'est l'idéal à la fois esthétique et spirituel qui prévaut. La position historique ne naît d'ailleurs pas avec l'affaire Dreyfus, elle date déjà de Guignot. Bérard reste dans le sillage d'une doxa française lorsqu'il suppose plusieurs étapes dans la composition des poèmes homériques. Plus encore, le point de vue géographique met de côté toute discussion sur la composition interne des textes. C'est donc davantage comme histoire que comme philologie que se définit ce qu'on pourrait appeler la science dreyfusarde, ainsi qu'en le succès public des ouvrages de Bérard, mais aussi les liens qu'il tisse avec Ernest Lavis, occupant même de 1902 à 1911 les fonctions de secrétaire général de la Revue de Paris, revue mondaine, fondée en 1894, position atypique pour l'éditeur d'Homère. L'affaire Dreyfus fournit donc un élément de réponse à ce que pourrait étonner la position violemment anti-allemande et la polémique que Bérard engagea contre les thèses de Wolff sur Homère en 1917 sous le titre « Un mensonge de la science allemande ». Bérard va s'appliquer à démonter d'abord la réputation de Wolff pour pouvoir, dans un second temps, mieux en critiquer les thèses. Je le cite, « Nous étions en droit d'attendre une grande étude sur l'une des questions capitales de l'histoire littéraire. Le titre nous avait promis une hypothèse scientifique sur l'origine et l'ordonnance de ce monde admirable mais mystérieux que sont les poèmes homériques. Nous n'aurons qu'un peu d'érudition, quelques recettes philologiques, tout au plus le manuel théorique et pratique de la cuisine des textes. » Plus encore, affirme Bérard en s'appuyant sur les travaux du Suisse Georg Finsler de 1912, Wolff aurait pillé les ouvrages de ses prédécesseurs, l'Historia Critica Homeri de Ludovic Küster, paru en 1696 à Francfort sur l'Oder, mais surtout l'abbé d'Aubignac et ses conjectures académiques ou dissertations sur l'Iliade, 1715, tout comme il emprunte également à Wood, Mérian et Villoison, maquillant ses emprunts de manière à ce qu'ils passent inaperçus ou rendant compte improprement de ceux-ci, faute du travail de vérification nécessaire. C'est en réalité après l'Allemagne savante qu'en a Bérard dans le contexte de la Première Guerre mondiale. Citation du mensonge de la science allemande, l'imitation n'a-t-elle pas été pour l'Allemagne de tous les temps, mais surtout pour l'Allemagne nouvelle et davantage encore pour l'Allemagne récente, le grand moyen d'y parvenir, et le plagiat, l'une de ses habitudes, et le faux, un de ses péchés mignons. On le voit, c'est sur le plan de la science que Bérard conduit les hostilités et presque 20 ans après le combat dreyfusard, c'est la philologie qui lui sert d'arme. Là où la guerre de 1870 a soumis la philologie française à l'admiration de la science allemande, la Première Guerre mondiale doit lui permettre de retrouver le chemin d'une science française. Conclusion de Perrine. D'une science dreyfusarde à une science française, l'affaire Dreyfus a bien joué un rôle central dans la carrière de Victor Bérard. Ce qui l'intéresse, c'est plus que le sens du texte lui-même, les questions extérieures qu'il pose, plus que le sens de l'Odyssée, la question des origines de la Grèce. Les apports de la critique textuelle sont analysés au prisme de l'histoire, comme le montre l'interprétation que donne Bérard au début du chant 12 et des planches qu'il situe dans des lieux géographiques différents, en dépit des difficultés de lecture qui en découlent, jusqu'à considérer les vers dans lesquels Ulysse rassemble son voyage à la fin du poème comme une interpolation.
Comme le montre Jean Bollack, dès lors qu'on abandonne le plan de la géographie d'ensemble pour revenir aux détails philologiques, le problème posé par les Planctès renvoie en réalité à la relation entre monde céleste et monde terrestre. Le gommer revient à affaiblir le sens du poème, même s'il cherche à s'inscrire dans le vraisemblable. L'engagement de Victor Bérard dans l'affaire Dreyfus révèle l'émergence d'une science dreyfusarde qui, sous les dors d'une méthode critique, vient renforcer une discipline historique émergente à laquelle le prestige de son rôle politique viendra agréger l'ensemble des disciplines critiques. Ainsi s'éclairent les difficultés de la philologie allemande à s'acclimater en France. Et je remercie Perrine. Oui, alors ça c'est un exemplier. Je crains qu'il n'y ait pas assez d'exemplaires. Il y en a encore ici. Il y a ma communication pour partie et il y en a quand même pas mal. Voilà. Donc peut-être que certains d'entre vous ont déjà pris cet exemplier qui était disponible hier. Je ne lirai pas toutes ces citations justement, d'où l'intérêt des avoir communiqué. Je n'ai pas besoin de présenter évidemment notre collègue Sophie Bache qui va venir maintenant faire sa communication. C'est à la fois une amie, une vieille complice, une collègue de l'université puisqu'elle enseigne la littérature à la Sorbonne, à Paris 4, depuis quelques années et c'est toujours avec le même plaisir que j'ai de la retrouver de colloque en colloque. Vous la connaissez aussi pour son travail scientifique, en particulier en littérature et sur plus particulièrement les relations entre la Grèce et la France, qui était le domaine dans lequel elle a publié un certain nombre de choses, récemment le voyage de Lamartine, un certain nombre de travaux sur Thibaudet, et aujourd'hui donc cette communication qui vient clore le colloque et qui sera donc la dernière communication de cet ensemble de présentations de Victor Bérard, sous le titre donc Les morts de Stamboul, de bien d'autres choses. J'en suis sûr, de connaissance, je suis sûr que nous allons voir sortir plein de choses de cette boîte-là. Je te donne la parole. Merci Alexandre. Et je renouvelle mes remerciements à Alexandre Farnoux et à Michel Espagne d'avoir permis l'organisation de cet hommage à Victor Bérard. Alors, Les morts de Stamboul, oui, je vais un peu parler du livre intitulé La mort de Stamboul, mais je vais en fait surtout partir du titre La mort de Stamboul, qui me paraît révélateur à plein d'égards, pour essayer de situer Victor Bérard dans sa génération. Au cours de ce colloque, il a été de très nombreuses fois question de comparaison, d'analogie, de transposition, et il en sera encore question de manière synthétique dans ma communication. Ces analogies, transpositions, comparaisons qui apparaissent véritablement comme une herméneutique à la fin du XIXe siècle, dont Victor Bérard est un exemple, mais pas le seul, et c'est pourquoi vous verrez apparaître Anatole France, vous verrez apparaître Albert Thibaudet, mais aussi John Ruskin et Marcel Proust. Quatre éminents spécialistes de la Méditerranée orientale viennent de présenter Bérard et la question d'Orient, et donc je ne saurais prétendre à traiter comme il le faudrait de la mort de Stamboul. Cet ouvrage, La mort de Stamboul, un gros ouvrage publié par Victor Bérard en 1913, m'a surtout arrêté pour son titre et par son titre. Il ne me paraissait pas anodin que ces considérations sur le gouvernement des jeunes Turcs, c'est le sous-titre de La mort de Stamboul, il ne me paraissait donc pas anodin que ces considérations sur le gouvernement des jeunes Turcs, où Bérard envisage les conséquences sur l'Empire ottoman de la perte de la Turquie d'Afrique et de la Turquie d'Europe, aient paru sous un intitulé somme toute fantastique pour un ouvrage politique, La mort de Stamboul. La métonymie, en 1913, me semble renvoyer évidemment à La mort de Venise de Maurice Barrès, paru en 1902, et continuellement réimprimée,
cette mort de Venise qui sont le manifeste du culte du moi et de la sensibilité décadente. Et comme l'écrivait Anatole France à propos de Barrès, les ouvrages de notre jeune contemporain trahissent, comme la toile de l'antique Pénélope, l'effroi mystérieux de la chose finie. La mort de Stamboul, la mort de Venise, mais aussi la mort de Filet de Pierre Loti, paru en 1908, annonçant la morbide Turquie agonisante, 1913 toujours, et la mort de notre chère France en Orient de Pierre Loti, auteur à la nécrophilie féconde, et dont nous savons, grâce à Étienne Bérard, qu'il fréquentait les dimanches de Victor Bérard. Le titre de Bérard, La mort de Stamboul, resservit à un quasi-inconnu, le docteur Henri Orange, qui, en 1930, dans sa mort de Stamboul, puisqu'il y a deux morts de Stamboul, la mort de Stamboul de Bérard et la mort de Stamboul d'Henri Orange, préfacée par un personnage plus connu, l'officier de marine Paul Schack, de plus sinistre mémoire, ce sera un grand collaborateur. Donc, Henri Orange, en 1930, publie un ouvrage intitulé aussi La mort de Stamboul, longue complainte au diapason des cantilènes de Pierre Loti et de Claude Farrer. Et entre ces deux morts de Stamboul, celle de Bérard en 1913 et celle d'Henri Orange en 1930, un consul, Henri Millès, publia en 1921 La fin de Stamboul, qui s'achevait sur une déploration désormais aussi banale que monotone. Stamboul, cet étrange champignon poussé sur le cadavre de Byzance, achève de se décomposer sous la lumière diffuse du siècle d'Orient. Alors, le choix par Victor Bérard de ce titre, La mort de Stamboul, renvoyant à ce qu'on pourrait appeler une littérature de propagande sentimentale et à tous les clichés véhiculés par cette littérature, peut donc étonner de la part d'un observateur qui cherche à examiner la question d'Orient avec le plus d'objectivité et de rigueur possible, dans un ouvrage pour le moins austère et sans prétention littéraire. Mais ce titre marque bien l'appartenance, et c'est pour ça, je pense qu'il est important de le souligner, et c'est de ça que je pars, ce titre marque bien l'appartenance de Victor Bérard à la République des lettres, à une époque où, pour reprendre les mots d'Antoine Compagnon, on croyait encore que la condition humaine ne pouvait être comprise sur la littérature et qu'on vivait mieux avec elle. Ce constat dans la préface au recueil que Antoine Compagnon rédige dans sa préface au recueil des chroniques d'Albert Thibaudet dans la NRF convient également à Victor Bérard, auquel Albert Thibaudet consacra plusieurs chroniques qui seront le principal objet de mon intervention. Bérard, qui bien plus que le comte de Lille dans son abominable carnaval homérique, et là je cite Maurras qui lui-même cite Anatole France, Maurras, qui bien plus que le comte de Lille dans son abominable carnaval homérique, fit entrer Homère dans la littérature française. La référence donc de la mort de Stamboul est doublement riche d'enseignements. Tout d'abord sur la relation du Dreyfusard Bérard à l'anti-Dreyfusard Barrès. À la veille de la Première Guerre mondiale, où les Français rassemblent toutes leurs forces et se ressoudent, Barrès, le prince de la jeunesse qui s'apprêtait à publier La Grande Pitié des Églises de France, avait en partie retrouvé son ascendant, y compris et en premier sur Léon Blum, qui avait été trouvé Barrès en décembre 1897 pour le faire pétitionner en faveur de Dreyfus. Je ne lis pas cette première citation que vous avez dans l'exemplier, et ce sont les propos que Léon Blum, les propos émus, admiratifs, que Léon Blum consacre à Barrès dans ses mémoires. Le pouvoir des lettres transcende les idéologies et efface les vieilles querelles. Bien sûr, Victor Bérard ne fut jamais aussi proche de Maurice Barrès que le futur chef du gouvernement français,
mais il admirait suffisamment Barrès pour lui adresser en 1916 un exemplaire dédicacé d'un ouvrage sur les persécutions des Yougoslaves qu'il avait honoré d'une préface. Et cet ouvrage, Les persécutions des Yougoslaves, procès politique, préfacé par Victor Bérard, figure dans le fonds Barrès de la Bibliothèque nationale. Il y a donc des ouvrages de Bérard dédicacés à Barrès, et cela n'a absolument rien d'étonnant. Deuxième enseignement, ce titre aux connotations si littéraires, La mort de Stamboul, attire encore plus l'attention sur les qualités littéraires de l'historien Bérard. Qu'il traduise Homère ou qu'il commente l'actualité politique, Bérard est un conteur hors pair. On l'écoute avec la même attention. Car bien sûr, il n'est pas le seul à avoir une plume en ces années qui voit aussi éclore le grand journaliste Albert Londres, qui, suivant l'armée d'Orient en 1915, raconte les combats en Serbie, en Grèce, en Turquie, en Albanie, et dont le dernier reportage, en 1932, au lendemain de la disparition de Victor Bérard, sera consacré au Komitadji des Balkans. Les articles de Bérard, qui maîtrisent admirablement le tempo de la chronique, ne tiennent pas moins le lecteur en haleine que celle du plus brillant journaliste de son temps. Et je vous lis un petit extrait du style journalistique de Bérard, qui n'a rien à voir avec certaines envolées lyriques de ses considérations homériques, et qui rappelle en revanche le style d'Albert Londres. Laporte annonce l'intention d'acheter des sous-marins, et l'on parle de l'imminence d'un conflit gréco-turc. Mais on parle aussi de conciliabule gréco-bulgare. À Constantinople même, les chefs des deux églises, patriarchistes et exarchistes, entrent en pourparlers. Le patriarche, depuis 2 ans, est en conflit avec le grand vizir, et voici le tour de l'exarque. Laporte un instant se tait, puis lance une nouvelle protestation. On enrôle, dit-elle, des sous-officiers grecs pour la gendarmerie crétoise. Les puissances répondent qu'il n'en a jamais été question. Alors Laporte reprend l'affaire des élections. Vérification faite, M. Venizelos, seul des chrétiens élu a droit à la nationalité hellénique. Bien sûr, Victor Bérard aurait dû, comme par exemple le diplomate Francis Charme, entrer sous la coupole. Or, il ne fut pas élu à l'Académie française. Le sujet mérite qu'on s'y arrête, tant il met en évidence le rôle joué par la Première Guerre mondiale dans la conception même de l'histoire que la tragédie de 14-18 marquera à jamais. Et j'en viens à la non-réception de Victor Bérard à l'Académie française. Le discours de réception de Paul Valéry à l'Académie française, élu le 23 juin 1927 contre 2 Bérard sans liens familiaux, Léon Bérard, ancien ministre de l'Instruction publique, sénateur des Basses-Pyrénées, ardent défenseur du latin, et Victor Bérard, sénateur du Jura. Ce discours de Paul Valéry, victorieux des 2 Bérard, est resté dans les annales. Animé d'une rancune tenace, le nouvel immortel ne prononça jamais le nom de son prédécesseur, Anatole France, à qui il n'avait pas pardonné son refus de publier L'après-midi d'un faune de Stéphane Mallarmé en 1876 dans le 3e Parnasse contemporain. L'histoire est faite de coïncidences, mais aussi de rendez-vous manqués. Et je crois que ces rendez-vous manqués peuvent être extrêmement éclairants. Un historien imaginait, Patrick Boucheron, imaginait récemment la rencontre de Léonard de Vinci et de Nicolas Machiavel, contemporains dont les chemins se répondirent sans se croiser. Et en 1865, sait-on si Ernest Renan rencontra Arthur de Gobineau, ministre plénipotentiaire à Athènes, lorsqu'il accomplit son pèlerinage sur l'Acropole. On peut rêver à la conversation de Renan et de Gobineau, dont, si elle eut lieu, ne demeure aucune trace. De même, on peut imaginer, se plaire à imaginer, que Victor Bérard, candidat malheureux au fauteuil d'Anatole France sous la coupole, l'eût emporté sur son rival. Les académiciens en décidèrent autrement. Mais quel hommage Victor Bérard n'eût-il pas rendu à l'auteur de l'histoire contemporaine, dont, pendant que Valéry se réfugiait dans les terres, il partagea le combat pour Dreyfus et l'émotion pour le sort des Arméniens. Mais leur similitude, comme leur dissemblance, dépasse les engagements ponctuels. Si ils manifestent des valeurs communes, ils ne traduisent pas
la même implication dans l'histoire. France comme Bérard furent des animaux narratifs, au sens où l'entend l'écrivain anglais Julian Barnes. We are, in our deepest selves, narrative animals, also seekers of answers. The best fiction rarely provides answers, but it does formulate the questions exceptionally well. Et ça, je crois que l'idée de l'animal narratif dont parle Julian Barnes s'applique aussi bien à Anatole France qu'à Victor Bérard. En ce sens, la victoire de Paul Valéry sur Victor Bérard à l'Académie française fut beaucoup plus que l'éviction d'un homme par un autre. Elle signifiait probablement la fin d'une époque et d'une conception de l'histoire avec laquelle peut-être Paul Venn cherchera d'une certaine façon à renouer avec son idée d'histoire comme roman vrai. Mais est-il possible de renouer véritablement, c'est-à-dire autrement qu'en postulat, des fils brisés par la terrible charge de Paul Valéry contre l'histoire, dans un texte rédigé en 1928, l'année suivant son élection à l'Académie? Après la Grande Guerre, il semble que la coupure est inévitable. L'histoire, telle qu'on la concevait jadis, se présentait comme un ensemble de tables chronologiques parallèles, entre lesquelles quelquefois des transversales accidentelles étaient çà et là indiquées. Quelques essais de synchronisme n'avaient pas donné de résultat, si ce n'est une sorte de démonstration de leur inutilité. Ce qui se passait à Pékin du temps de César, ce qui se passait aux Zambèzes du temps de Napoléon, se passait dans une autre planète. Mais l'histoire mélodique, et retenez cette expression d'histoire mélodique, mais l'histoire mélodique n'est plus possible. Tous les thèmes politiques sont enchevêtrés et chaque événement qui vient à se produire prend aussitôt une pluralité de significations simultanées et inséparables. Paul Valéry n'aimait ni les souvenirs, ni la fiction, ni l'histoire qu'il assimile à un conte. Il haïssait le récit historique qu'il appelait histoire mélodique. Le grief est ancien et traverse l'ensemble des cahiers de Paul Valéry. Par contraste, on voit à quel point Victor Bérard fut le contemporain par excellence, tout comme Anatole France, dont il se voyait fort justement le successeur naturel qu'est Conti. Non, bien sûr que les deux hommes se situassent de la même manière. Par rapport à Anatole France, dont le porte-parole est un vieillard sceptique, M. Bergeret, et dont la distanciation est permanente, Bérard apparaît étonnamment engagé, ne serait-ce que par son incessante combativité. Le scepticisme d'Anatole France, qui n'avait aucune confiance dans la politique active, mais qui croyait à un idéal secret, ne l'empêcha pas de prendre parti pour Dreyfus et de s'indigner à plusieurs reprises du sort des Arméniens dans l'Empire ottoman, le 7 mai 1903 à Rome, dans une lettre lue le 29 juin 1904 à la Conférence internationale de Londres en faveur de l'Arménie et de la Macédoine, et dans un discours prononcé le 9 avril 1916 à la Sorbonne, où Anatole France mentionne Victor Bérard. Vous avez l'extrait dans l'exemplier. Anatole France, l'auteur de Des dieux ont soif, et Victor Bérard partageaient l'art de la narration, le souci d'intégrer l'histoire au récit. L'investissement social passait aussi par et dans la littérature. Les deux hommes vivaient le passé comme s'il était vivant et le présent comme histoire en train de se faire. Les deux appartiennent au même paysage littéraire, à une époque où la foi en la littérature est absolue. Là où Paul Valéry, dont l'œuvre est principalement composée des fragments réunis dans les cahiers, consacrait l'entrée dans l'ère du rare et du dépouillé, Anatole France, comme Albert Thibaudet, se distinguait par sa prodigalité, par sa faconde, par sa générosité. Ils appartiennent à une génération qui ne se réservait pas. Leur bibliographie, comme celle des trois frères Reynac, mais aussi, par exemple, pour citer un autre éminent athénien de Georges Perrault, se distingue par leur abondance, par leur variété et par une qualité éminente, l'érudition vécue, l'érudition vivante, la science qui, jamais, ne se sépare de la vie. Dans son énigmatique Monsieur Test, Paul Valéry incitait le lecteur à faire de sa vie une œuvre d'art.
Invitant d'une certaine manière, comme le vit bien André Breton, l'homme à tourner le dos un beau jour à son œuvre, comme si certains sommets atteints, elle repoussait en quelque sorte son créateur. La crise personnelle exprimée par M. Teste, porte-parole de Paul Valéry, se confond avec la crise d'une époque étouffée par le nombre. La question qu'on pourrait intituler le problème de la saturation se posait à tous les contemporains. 30 ans avant que Paul Valéry ne s'exprime à ce sujet en 1923 dans un fameux article sur la crise des musées, Anatole France constatait « Nous faisons en ce temps-ci trop de bibliothèques et de musées ». La mise en garde d'Anatole France traduisait non seulement la crainte de la saturation, mais d'une mutation, puisqu'Anatole France opposait deux types de collections, les collections privées et les collections publiques, où les objets perdent leur âme. Paul Valéry emboîtait dans une certaine façon le pas à son prédécesseur lorsqu'il déclarait, je vous lis cet extrait magnifique de Valéry, « Je suis dans un tumulte de créatures congelées dont chacune exige, sans l'obtenir, l'inexistence de toutes les autres. Bientôt, je ne sais plus ce que je suis venu faire dans ces solitudes cirées qui tiennent du temple et du salon, du cimetière et de l'école. Je crois bien que l'Égypte, ni la Chine, ni la Grèce, qui furent sages et raffinés, n'ont connu ce système de juxtaposer des productions qui se dévorent l'une l'autre. Elles ne rangeaient pas des unités de plaisir incompatibles sous des numéros matricules et selon des principes abstraits. Mais notre héritage est écrasant. L'homme moderne, comme il est exténué par l'énormité de ses moyens techniques, est appauvri par l'excès même de ses richesses. Le mécanisme des dons et des laits, la continuité de la production et des achats, et cette autre cause d'accroissement qui tient aux variations de la mode et du goût, à leur retour vers des ouvrages que l'on avait dédaignés, concourent sans relâche à l'accumulation d'un capital excessif et donc inutilisable. À cette mauvaise abondance, Valéry envisageait deux issues. Le parti de la superficialité ou le parti de l'érudition, d'où sa célèbre expression « Vénus changée en document », érudition qu'il interprétait comme une forme de défaite en matière d'art, puisqu'elle substitue l'hypothèse à la sensation. Cette crainte, Valéry en renouvellera l'expression 4 ans plus tard, en 27, dans son discours de réception à l'Académie, où, sans le nommer, il évoquait son prédécesseur, Anatole France, né et élevé dans les livres, grand bibliophile devant l'Éternel, esprit pyrrhonien, même s'il avait adopté le masque d'Épicure. Je lis un bref extrait, vous avez l'ensemble sur l'exemplier. Son immense culture lui fournissait abondamment les moyens de désenchanter. Il rendait aisément mythique et barbare toute forme sociale, nos usages les plus respectables, nos convictions les plus sacrées, nos ornements les plus dignes, tout était invité par l'esprit érudit et ingénieux à se placer dans une collection ethnographique, à se ranger avec les tabous, les talismans, les amulettes des tribus, parmi les oripeaux et les dépouilles des civilisations déjà surmontées et tombées au pouvoir de la curiosité. Ce sont des armes invincibles que l'esprit de satire trouve dans les collections et les vestiges. La noirceur de Paul Valéry met magnifiquement en évidence le pessimisme d'Anatole France. Il serait certainement téméraire d'affirmer que Victor Bérard était un optimiste, même si sa tentative de reconstitution des voyages d'Ulysse plaide en faveur de cette hypothèse. Mais il est absolument certain que son inlassable et prodigieuse énergie aurait rencontré de toute autre résonance dans l'œuvre d'Anatole France, dont la prodigieuse érudition, loin de ressembler à un cimetière ethnographique, comme le dit Paul Valéry, avait le don d'animer le passé. Les discours prononcés aux obsèques de Victor Bérard, le 17 novembre 1931, font tous apparaître ce dynamisme, cette générosité, une vitalité hors du commun, un enthousiasme communicatif. Le grand linguiste Antoine Meillet souligna d'emblée ses qualités. Il y avait chez l'homme dont nous pleurons la perte une telle force de vie que nous avons peine à nous représenter que cette force est aujourd'hui brisée. Victor Bérard n'a presque cessé de vouloir mener en effet une double vie.
Paul Jameau, l'ami de l'école d'Athènes devenu conservateur au Louvre, poursuivait « Il se jugeait heureux. Il l'a été dans la mesure où le bonheur est prêté pour un temps aux hommes nés mortels et soumis à 1000 fâcheux hasards. Personne n'était demeuré plus jeune, plus authentiquement et profondément jeune que Victor Bérard. » Enfin, le ministre de la Marine, Charles Dumont, rappelait son don de conteur pendant et après les leçons à l'École supérieure de guerre navale. Le cours achevé, la discussion continuait. Elle se prolongeait de la rue de l'Université jusqu'au domicile de Victor Bérard et dans sa maison ouverte reprenait le dimanche. Il était jeune, au temps où les amiraux d'aujourd'hui étaient ses élèves. Ils sont restés sous le charme. Il était droit et fort comme un mât de navire. Sa main, quand il n'y prenait pas garde, serrait comme si elle maniait une barre en lutte contre le flot. À sa voix s'animaient les antiques navigations et se modernisaient les vieilles querelles des comptoirs phéniciens, des cités grecques, des présides vénitiens, portugais, espagnols. Nulle part, autant que dans les carrés d'officiers de marine, l'Odyssée de Victor Bérard n'a été lue, discutée, admirée. Et là, on peut penser, en revenant à la communication de Perrine, c'est très intéressant, Perrine qui craignait que l'engagement de Bérard dans les cercles dreyfusards diminue son influence dans les cercles de marine. Évidemment, à l'évidence, ici, pas du tout, et il est l'homme de l'Odyssée, et là, ce témoignage de Charles Dumont, du ministre de la Marine, est éclatant. Tout oppose donc, et c'est pour ça que vous m'excuserez d'avoir passé un peu de temps sur Anatole France et Paul Valéry, mais je pense que le contraste est extrêmement intéressant, parce que Valéry annonce, hélas, peut-être le XXe siècle, et Bérard finit bien le XIXe. Tout oppose les tempéraments de Paul Valéry et de Victor Bérard, dont le discours de réception sous la coupole aurait sans doute fait ressortir, bien sûr, l'hellénisme d'Anatole France, celui qui avait critiqué âprement l'abominable carnaval homérique de Lecomte de Lille, mais encore, du seul fait de sa succession à son fauteuil, une qualité qu'il partageait avec l'éminent écrivain. Bérard, comme France, était incapable de s'économiser. Force est d'admettre en effet, quelle que soit l'admiration qu'on porte à Valéry, qu'il ne cessa de se retrancher, que ce soit pendant l'affaire Dreyfus, que pendant la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr, ce n'est pas ici le moment de faire le tombeau d'Anatole France, mais bien le tombeau de Victor Bérard. Mais vraiment, il me semble que imaginer ce qu'aurait pu être l'évocation de France par Bérard permet de mettre sur la voie d'un autre portrait. Ce portrait, il est possible de l'esquisser à travers les nombreux propos d'Albert Thibaudet, le plus grand critique littéraire de l'entre-deux-guerres, élève de Bergson, agrégé d'histoire et de géographie, le critique littéraire le plus influent des années 1910-1930. Ses chroniques dans la NRF, la Nouvelle Revue Française, qui donnera naissance à Gallimard, ses chroniques dans la NRF, dont le style opulent défie la sobriété revendiquée par la revue, font autorité. Né 10 ans après Bérard, en 1874, mort 5 ans après lui, en 1936, Thibaudet incarne le terroir. Et lui, qui est bourguignon, il surnomme Victor Bérard l'Homérie de Comtois. Tout comme Bérard encore, il incarne l'érudition sociable. Comme Bérard toujours, il ne cesse d'associer les lettres à la politique. Dans le livre intitulé « La République des professeurs », où il analyse la faillite du cartel des gauches, Thibaudet s'interrogeait sur le rôle de ces hommes politiques, tous sortis, comme Victor Bérard, de la rue d'Ulm, Léon Blum, Édouard Herriot, Paul Painlevé. La présence de Thibaudet est essentielle, je pense, pour éclairer le monde de Victor Bérard. Essayiste de génie, il excellait, comme Bérard, dans l'art de la comparaison, de la digression, de l'analogie, de la conversation. Pareil à un aurige robuste, trapu et moustachu, Thibaudet unit Bérard, Anatole France, Valéry, Barrès, Mallarmé. Aux 3 derniers, il consacra des monographies, aux 2 premiers, des articles. On sait que la notion de génération
était au cœur de la méthode critique de Thibaudet. La génération pour Thibaudet, c'est un système de référence partagé par les héritiers et par les boursiers. La génération peut transcender plusieurs classes d'âge. Elle permet de saisir la complicité, la chaîne de connivence, les idéaux unissant des hommes de partis aussi différents que Jaurès, Barrès, Herriot, Blum, Maurras, Thibaudet lui-même. Donc, Bérard et Thibaudet partagent la même constellation, et je crois que c'est très important de resituer Bérard dans sa génération. Thibaudet non plus ne fut jamais élu à l'Académie française, mais en décalage encore plus que Bérard par rapport aux institutions françaises, Thibaudet enseignait à l'Université de Genève, il ne s'y porta jamais candidat. L'éloge funèbre de Thibaudet ne figure pas parmi les témoignages de la plaquette imprimée sans nom d'éditeur à l'occasion des obsèques de Victor Bérard. Et c'est fort heureux, car sa longue évocation de 20 pages, qui parut dans la NRF du 1er janvier 1932, n'aurait trouvé sa place ni ses lecteurs dans le livret des hommages officiels. Intitulé avec l'ironie bonhomme qui caractérise toutes les interventions de Thibaudet, un idéaliste de province, l'hommage de Thibaudet à Bérard est intitulé « Un idéaliste de province », qui est une expression qui est en fait une autocitation. Un idéaliste de province, c'est une expression qui parcourt sa République des professeurs. Et dans la République des professeurs, Thibaudet donne à l'idéaliste de province une définition digne de Flaubert dans le dictionnaire des idées reçues, l'idéaliste de province, métier que Robespierre était lui aussi venu faire à Paris. Donc l'idéaliste de province, c'est le titre que Thibaudet donne au plus long texte qu'il consacre à Victor Bérard, texte qui curieusement n'a pas été reprise dans l'anthologie qui comprend tous les autres textes de Thibaudet à la NRF. L'hommage de Thibaudet à Bérard est tout à fait étonnant et il côtoie dans ce numéro de la NRF des textes d'André Malraux, André Lotte, Louis Guillou, Alain, William Faulkner. Et donc, on voit Thibaudet et Bérard dans une autre académie. D'emblée, Thibaudet égale Victor Bérard au plus grand des idéalistes de province. Ce plus grand des idéalistes de province, il est cher à mon cœur, comme il est cher au cœur d'Henri Laurence, c'est Alphonse de Lamartine. Quand Henri parlait de la position de Thibaudet vis-à-vis de cet empire ottoman, auquel il ne faudrait pas trop toucher, mais exercer une influence européenne, on a encore là un trait lamartinien qu'Henri et moi avons découvert en éditant les discours de Lamartine sur la question d'Orient. Donc d'emblée, Thibaudet va camper un Victor Bérard en Lamartine, et ça c'est extraordinaire. Et l'ensemble est très important, je vais lire cet incipit sans rien retrancher. L'ensemble est très important, car le déçu du socialisme qu'est Albert Thibaudet, convaincu qu'il n'est de littérature française que de droite, quand bien même leurs auteurs s'en défendraient, recrée le milieu de Victor Bérard. Voici le début de cet hommage que vous avez dans l'exemplier. Les amis de Lamartine et lui-même ont plusieurs fois dépeint la vie à Saint-Point. Au travail avant 5 heures du matin, après avoir allumé son feu de bois, il couvrait des pages jusqu'à 8 ou 9 heures, et le reste de la journée était donné à la famille, aux voisins, aux affaires, aux propriétés, à la politique, jusqu'à la causerie dans le salon du soir et à la distribution des bougies. C'est par cette réserve de ces matinées que Lamartine, le grand Homéride, pouvait mener avec une généreuse aisance la triple vie de poète, du gentilhomme rural et du politique. Cette même règle avait permis à l'Homérie de Victor Bérard de conduire à bien son immense œuvre odysséenne, tout en employant sa journée à des tâches actives qui furent longtemps son enseignement et le secrétariat de la Revue de Paris, puis son mandat de sénateur du Jura. On retrouvait en lui quelque chose de la merveilleuse vitalité de Lamartine, son abondance de paroles et sa fulguration d'idées, une grande nature poétique qui avait été disciplinée par le travail, recouverte en partie par l'école,
vol, transformé comme une chute d'eau de montagne en valeurs techniques et précises. Lamartine a introduit en France une politique des poètes et une poésie de la politique. Et le sel de la politique, ou son âme, ce sont ses poètes. Barrès et Maurras sont les poètes de la politique de droite. Et la gauche, elle en a, elle en cherche. Elle n'en chercherait pas si elle n'en avait trouvé. Un jour que dans une réception officielle, Madame de Noailles passait au bras de Monsieur Herriot, Monsieur Painlevé, qui est mathématicien mais fin, les désigna à ses voisins avec ces mots « deux poètes ». Ce sera d'ailleurs une des gloires de Madame de Noailles que d'avoir exprimé au XXe siècle entre Jaurès et Barrès quelque chose de ce principe généreux de la poésie, de cette présence du courant lamartinien dans la vie politique française. Je ne sais cependant si depuis la mort de Barrès, il y avait dans le monde parlementaire une voix mieux accordée à ce cœur poétique que celle de Victor Bérard. On s'aperçut la semaine de sa mort qu'il y occupait certaines places lamartiniennes. Il y a en tout cas un plafond dont le décor n'a pas changé depuis Lamartine, le décor épique. Ces deux idéalistes de la politique, l'auteur de La chute d'un ange et le traducteur de l'Odyssée, voilà deux Homérides. On songe à l'autre Homéride, aux politiques du soleil, à Mistral. Et nos trois Homérides, le Mâconnais, le Comtois, le Provençal, sont les délégués de leur terre, la porte à la semelle de leurs souliers. Mettant aussi dans ce passage ce qui est pour Thibaudet un des facteurs très très importants de l'histoire littéraire française, c'est la notion de terroir qui est capitale. Thibaudet va camper un peu plus loin un Bérard, fils d'Ulysse, récitant dans un discours devant une assemblée de Jurassiens, de Vaudois et de Genevois des vers de celui qu'il appelait, que Victor Bérard aurait appelé notre grand poète comtois, en fait deux strophes de la Marseillaise de la paix de Lamartine. Lamartine qui était bourguignon comme chacun sait. Thibaudet à Bérard. Je lui demandais qu'est-ce que c'est que ces strophes d'un prétendu poète comtois. Lamartine parbleu, il est comtois, sa grand-mère était de Morès, allez donc dire que c'est le sang comtois qui l'a fait poète. Et donc là, on voit Bérard, vraiment fils d'Ulysse. Le portrait de Victor Bérard par Albert Thibaudet est incontestablement le plus beau, le plus émouvant et le plus fraternel de tous les hommages. Portrait cavalier, au sens où l'homme et l'œuvre sont traversés fougueusement, au galop, ce qui permet au passage à Thibaudet de résumer en un paragraphe la cohérence de l'œuvre si variée de son ami, d'en extraire ce que Léo Spitzer appelait l'étimon spirituel ou caractère générateur d'une œuvre, la base psychologique qui unit Bérard à l'art et au réel. Des corpus, en apparence différents, contribuent à la même construction du sens ou à la construction du même sens. Je relis ce passage qu'Henri avait déjà lu de Lec, mais il est vraiment important et magnifique. Je pense qu'il pourrait, ce petit paragraphe pourrait être en épigraphe de notre volume. De l'école d'Athènes, Bérard rapporte d'abord le goût des choses de la mer, qui fera de lui le maître écouté de plusieurs générations de marins, hautes études maritimes, ce goût que retrouvait chaque jour dans l'ambroisie originelle et dans l'embrun homérique les 4 heures matinales d'Odyssée. Mais il rapporte surtout le sens de cette question d'Orient qui est restée jusqu'en 1919, le nœud et l'école de la politique mondiale. Il revint d'Athènes avec 2 valises, son bagage d'idées odysséennes et son bagage d'idées et de politique orientale, son Athéna au repos et son Athéna casqué. Le portrait ne serait pas complet si Thibaudet n'avait entrepris de peindre Victor Bérard non plus seulement en homéride au sens de rhapsode, d'orateur lamartinien, mais en véritable héros homérique lorsque le Jurassien frontalier laissait libre cours à son anti-helvétisme. Et le Bérard anti-suisse est également magnifiquement mis en valeur par Thibaudet. Bérard attachait une grande importance au remboursement de la dette d'Henri IV sous Louis XV. Remboursement qui, selon lui, rendait caduques les stipulations de 1815. Il a écrit là-dessus des pages vivantes, mais il fallait l'entendre interpréter en dialogue les négociations des ministres du roi avec les envoyés de Genève. Et là, un passage merveilleux sur l'accent et l'importance du dialogue
dialogue de l'oralité pour Bérard. Son accent jurassien, aussi caractérisé que l'accent lorrain de Barrès, disparaissait pour faire place dans la bouche de M. de Choiseul à des discours irréfragables, condescendants et nuancés, dits d'une voix que le ministre de Sa Majesté semblait tirer d'un talon rouge. Puis, Bérard prenait l'accent genevois, qu'il imitait à merveille. Et à travers son jeu, les propos cauteleux, les ruses vite percées à jour des envoyés de la parvulissime République sortaient tout vifs, eût-on dit, des basses rues de Genève. Il y a dans l'Odyssée un épisode d'Hélène près du cheval de Troie, avec des changements de voix qui paraissent singuliers et qui ne s'animent pour nous que si nous y voyons un passage fait pour la récitation polyphonique du rhapsode. Là, je pense qu'il n'y a qu'Albert Thibaudet qui puisse mêler Bérard, la Suisse et la rhapsodie de l'Odyssée. Un portrait aussi soutenu, aussi nourri, aussi merveilleusement familier ne pouvait résulter que d'une longue fréquentation que Étienne Bérard nous a confirmée. L'admiration de Thibaudet pour Bérard remonte aux premières années du XXe siècle. En effet, en 1902, le jeune Thibaudet avait effectué une longue randonnée pédestre en Attique et à travers le Péloponnèse, dont la relation parut d'abord par épisode dans la revue La Phalange en 1906-1908, puis fut réunie en volume Les images de Grèce en 1926. Et on voit que lorsque Thibaudet arpente la Grèce à pied, bien avant Jacques Lacarrière. Lorsque Thibaudet arpente la Grèce à pied en 1902, à Corfou, Bérard l'accompagne, un petit passage que vous avez aussi reproduit ici, qui est un petit passage que je trouve extrêmement intéressant. Monsieur Victor Bérard, à qui le voyageur en Méditerranée est certainement plus redevable qu'à Ruskin, celui de Venise et de Florence, nous fixe sur la plage d'Hermonaïs, à l'embouchure des eaux tourbillonnantes, la place où Nausicaa et les jeunes phéaciennes, ayant étendu le linge bien blanchi, virent surgir sous la boue de mer et les branchages la figure d'Ulysse. Comme le lieu est fort beau, nous y croyons sans peine. 1906. 1906, c'est à cette époque que ce voyage de 1902 paraît. 1906. Marcel Proust avait peu publié à l'époque où Thibaudet écrivait ses lignes, mais ses premiers articles sur John Ruskin avaient paru dans la Gazette des Beaux-Arts, ainsi que ses traductions de la Bible d'Amiens et de Sésame et l'Hélice, la Bible d'Amiens, traduite par Proust et vantée par Bergson, le maître de Thibaudet. Lorsque les images de Grèce commencent à paraître dans la Phalange, en 1906, Mathilde Crémieux venait de traduire Les Pierres de Venise, auxquelles Thibaudet fait allusion et que Marcel Proust vantait en ces termes. « Il va falloir les pierres de Venise à la main, abordées à toutes les églises et à ses demeures, à demi dressées, délicieuses et roses, hors des eaux où elles plongent, étudier chaque chapiteau, demander une échelle pour distinguer un relief dont Ruskin nous signale l'importance et que sans lui nous n'aurions jamais aperçu, ne pas se contenter de regarder Venise comme un décor qui inspira jadis à Daniel Halévy des pages exquises et dédaigneuses, mais comme une cité qui fut vivante, qui fut entre toutes les cités vivantes, nobles et sages, et dont la noblesse, la sagesse et la vie sont encore visibles et admirables dans ces pierres qu'elles ordonnèrent selon leurs lois, sorte de musée intact et complet de l'architecture domestique pendant le Moyen-Âge et la Renaissance, que d'enseignements inépuisables et merveilleux Venise va nous donner maintenant que Ruskin va faire parler ces pierres. Passage combien intéressant, rapproché à l'allusion à Ruskin et à Bérard conjointement par Albert Thibaudet. Ce passage, associé au rapprochement de Thibaudet, fait de Victor Bérard une sorte de nouveau Ruskin, de Ruskin homérisant. Ce Victor Bérard qui va balayer le conte de Lille et qui va chercher à approcher le monde d'Homère débarrassé du carnaval homérique de Le Comte de Lille, tout comme Ruskin va chercher à débarrasser le gothique de Viollet-le-Duc. Et donc on a bien là aussi un Bérard
dans l'air du temps. Et je pense que ce rapprochement donne encore plus de densité au concept de génération, cher à Thibaudet. Nous sommes donc très loin de l'élégant complexe de Victor Bérard inventé par Christine Montalbetti dans un essai à la fois présomptueux et naïf pour affirmer, je la cite, qu'à l'évidence, Télémaque n'est jamais passé dans ce sentier clair qui m'est montré et Ulysse n'a jamais buté sur les cailloux qu'ont foulé les semelles de Victor Bérard et de Fred Boissonnat, constat digne d'une réplique d'Eugène Labiche ou du dictionnaire des idées reçues de Flaubert transformant Victor Bérard en Victor Bouvard. La vision bérardienne du monde de l'Odyssée, si bien entendu, elle n'emprunte pas littéralement à la vision ruskinienne de Venise, Florence, Amiens ou Rouen, n'en procède pas moins du même vaste mouvement qu'on pourrait appeler philologique au sens large. Ruskin a révélé une autre Venise aux yeux de Proust, tout comme les recherches de Bérard ont révélé une autre Grèce, et sa traduction reléguée à jamais celle de Lecomte de Lille, dont seul Bloch, dans À la recherche du temps perdu, admire encore le langage néo-homérique. Lorsqu'en 1925, Thibaudet consacrera une longue chronique à la nouvelle traduction d'Homère par Victor Bérard, il ne manquera du reste pas d'épingler le poète parnassien. Avec les traductions de Lecomte de Lille, Homère devint le prétexte ou la preuve d'un autre style épique, d'une idée de l'épopée primitive, barbare et brutale, à laquelle le public se conforma complaisamment, tout en gardant un pli de réserve malicieuse et de farce discrète, songez au bloc de Marcel Proust, à laquelle le père de Lille, quoi qu'il en eût, se prêtait comme un saint de portail aux moineaux. En 1902, déjà, lorsqu'il partait en Grèce, l'année où paraissaient les Phéniciens et l'Odyssée, Thibaudet était un bérardien convaincu. Jamais dupe, toujours esthète, Thibaudet trouve la meilleure façon d'apprécier les reconstitutions de Bérard. Comme le lieu est fort beau, nous y croyons sans peine. Les meilleures raisons ne sont-elles pas celles qu'on se donne? Les images de Grèce sont la première étape d'un compagnonnage ininterrompu. Mobilisé à 40 ans en 1914, Albert Thibaudet n'emportera qu'un auteur dans sa cantine, Thucydide. Détranché, il rapporte un ouvrage, La campagne avec Thucydide, parallèle entre la Grande Guerre et la guerre du Péloponnèse, où sa passion des séries, son art de la comparaison, de la digression, de l'analogie, de la conversation, touche à son sommet. Thibaudet compare le temps de Thucydide et le sien, les cités grecques aux nations européennes, rapproche la thalassocratie athénienne de l'Empire britannique, Sparte et la Prusse pour dégager la logique des impérialismes rivaux à l'œuvre dans les deux guerres et tirer les leçons de la démultiplication de la réalité inépuisable du fait historique. Le modèle de Thucydide, l'enseignement de Bergson, lui permettent de combattre la tentation du scepticisme historique. Thibaudet écrit « Toute histoire est incomplète et inexacte si l'on veut, par cela seule qu'elle est dans le temps et qu'elle fait abstraction d'une histoire plus ancienne dont elle n'est que la suite, d'une histoire future qui lui conférera seule son sens clair, d'une histoire présente avec laquelle elle est infiniment mêlée. Être historien, c'est découper des systèmes dans cette durée. » Bérard est mentionné à de nombreuses reprises dans la campagne avec Thucydide. Une nouvelle fois, Thibaudet n'a pas la bêtise de se méprendre sur un quelconque complexe d'exactitude qui ferait tout simplement de Bérard un imbécile. Poursuivant d'une certaine manière sa rêverie de 1906, comme le lieu est fort beau, nous y croyons sans peine, il s'interroge sur la cristallisation qui permet de transcender la réalité. Thucydide a écrit sur l'histoire comme un homme d'aujourd'hui. Stendhal, par exemple, écrit sur l'amour. Il n'y a pas de grands politiques, pas plus que de grands militaires, sans imagination, sans une puissante et riche imagination. On n'est un homme d'action que si on imagine, de même qu'on est un homme d'amour que si on cristallise. Sans imagination, sans cristallisation, il n'y a que le spécialiste borné et l'animal reproducteur. Mais dans les deux ordres, l'imagination et la cristallisation, si elles sont seules, se dissipent en la même fumée. C'est donc à la lumière de ce concept stendhalien de cristallisation, certainement plus approprié que la caricature d'un concept freudien, que Thibaudet situe les reconstitutions de Victor Bérard. Si
S'il ne mentionne pas dans ce passage-là Victor Bérard, Thibaudet va compléter sa pensée en 1922, à la mort de Marcel Proust, qui, par son élasticité intérieure et la profusion de son débordement, aurait installé, je cite Thibaudet, avec Montaigne et Bergson, un doublet, Proust aurait installé un doublet franco-sémitique dans la tradition littéraire française. Ces trois auteurs, Montaigne, Bergson, Proust, ont un antécédent, d'après Thibaudet, révélé par Bérard. Le livre classique de notre civilisation méditerranéenne, celui de l'homme industrieux, de l'homo faber, vainqueur de la mauvaise fortune, artificieux, artisan et artiste, l'Odyssée, a cristallisé lui-même, comme l'a montré Bérard, autour de doublets gréco-sémitiques. Le Bérard de Thibaudet, stendhalien, ruskinien, proustien, est un démiurge. Je passe, je vous ai montré sur l'exemplier les nombreuses citations de Bérard dans la campagne avec Thucydide. Je passe et je renvoie aussi à un bel article publié par Jacques Cantier, La guerre du Péloponnèse au miroir de la Grande Guerre, le territorial Thibaudet en campagne avec Thucydide, un article que Jacques Cantier a publié dans les actes du colloque Les ombres de Thucydide. De retour à la vie civile, le territorial Thibaudet saupoudre de nombreuses chroniques de l'ANRF, d'allusions à Bérard. Indépendamment de ces grands articles sur Bérard, sur la traduction de Bérard, sur Homère au cinéma et l'éloge funèbre, il est question de Bérard très souvent. Dans les chroniques de Thibaudet, qu'il y soit question de Shakespeare, de Giraudoux, de Lorient de Barrès, de Proust, de Mistral et bien entendu de Lamartine. L'article majeur à propos de la traduction de l'Odyssée paraît en 1925. Comme toujours avec Thibaudet, le morceau de bravoure, c'est l'article dans son ensemble, et c'est un crève-cœur d'en extraire des citations choisies, tant le tout s'enchaîne harmonieusement. Thibaudet égalait Bérard au plus grand créateur de monde des temps modernes, à Balzac. La comédie odysséenne de M. Victor Bérard, multipliée comme la comédie humaine de Balzac, naît aussi d'un foyer de feu, de labeur et de vitalité. Thibaudet regrettait ainsi la segmentation des volumes qui empêchait d'avoir une vue d'ensemble de la forge bérardienne. Très loin encore du complexe de Victor Bérard et jonglant avec le paradoxe, Thibaudet présentait le chantier en négatif, comme une somme d'errance sublime, une espèce de résumé de l'œuvre de Victor Bérard comme une épopée des horreurs. Pardon, ça c'est un affreux lapsus, comme une épopée des erreurs. Je rêvais d'un continu de durée, développant d'abord les dernières pages des Phéniciens et l'Odyssée, faisant vivre la figure du poète contemporain des rois Nélides, matérialisant en un de ces tableaux que M. Bérard s'est animé, le milieu où a dû vivre, où a dû naître l'Odyssée, suivant toujours en un récit les aventures de cet Ulysse à la seconde puissance qu'est le texte homérique. Magnifique, les aventures de cet Ulysse à la seconde puissance qu'est le texte homérique, ses erreurs et surtout les erreurs qu'il a causées. Histoire du poème représenté, du poème transmis, du poème édité, du poème retrouvé par le labeur et l'ingéniosité des homéristes récents. C'est dire que je n'eusse pas considéré l'introduction de la Vulgate comme un simple résumé populaire de celle du corpus, mais comme une œuvre toute nouvelle, comme la continuation du rythme odysséen par une histoire de l'Odyssée, suite de l'histoire d'Ulysse, chapitre des aventures du véritable Ulysse, et après les Phéniciens et l'Odyssée, les Européens et l'Odyssée. Et là encore, comparaison un peu audacieuse, mais enfin on a les faux monnayeurs et le journal des faux monnayeurs. On voit aussi dans ce mouvement de Gide de la place de l'unification entre le commentaire et l'œuvre. Donc les Phéniciens et l'Odyssée, les Européens et l'Odyssée. Et j'en arrive à ma conclusion. Nul n'a mieux que Thibaudet exprimer à quel point le monde d'Homère se confondait désormais avec le monde de Victor Bérard. Sans avoir la cuistrerie, est-il besoin de le préciser, de voir dans cette appropriation un décalque. De cette comédie odysséenne ne peut sortir qu'une vérité nécessairement malléable et personnelle, la seule à laquelle on puisse prétendre. En l'occurrence, on le sait, la seule vérité d'Homère
pour Bérard était inaccessible, car oral. Par sa restitution d'un Homère auteur dramatique, par sa traduction actualisée dans une langue vivante, faite pour être lue, avec des familiarités géniales que relève Thibaudet, qu'âme aurait rendu par pauvre ami plutôt que par infortuné, et au popoi rendu par misère plutôt que par hélas. Par cette langue vivante, Bérard approche cette vérité. L'aboutissement de l'œuvre de Bérard serait donc radiophonique et cinématographique, ce que Thibaudet développe dans un article magnifique, Homère au cinéma, puisque d'après lui, la traduction de Victor Bérard ouvre la voie à une adaptation d'Homère au cinéma. Thibaudet rend donc grâce à Bérard d'avoir approché la seule vérité qui tienne, en vers blanc rythmé pour l'oreille plutôt qu'en vers rimé pour l'œil, et en profite au passage pour décerner un coup de chapeau à Lamartine, auquel il égalera Bérard de son texte d'adieu, et on verra ici que la comparaison avec Lamartine était ancienne, déjà Bérard la formule dans son article sur la traduction d'Homère. L'Homère authentique n'est pas un Homère lu, mais un Homère récité par des rhapsodes, écouté par des auditeurs. Platon et Aristote voyaient justement en Homère le plus ancien des poètes dramatiques. C'est comme tel que l'a étudié et traduit M. Bérard. Le Codex Genevensis et surtout des papyri nous ont conservé des traces de cette forme dialoguée qui fit corps avec la représentation du poème par les rhapsodes et qui donnerait à leurs exemplaires les caractères d'un rôle ou d'une brochure, non d'un livre. Quand on mit Josselin au cinéma, les marchands de programme vendaient le poème de Lamartine dans la salle en criant « Demandez la brochure !» L'épopée lamartinienne étant figurée sur l'écran, il lui appliquait le langage des salles de spectacle. Nous tombons dans la naïveté inverse et pareille lorsque nous donnons à l'Iliade et à l'Odyssée des Grecs au Ve siècle les caractères d'un livre. Il s'ensuit qu'un poème homérique n'est pas quelque chose qui se lit, mais quelque chose qui se dit. Les Francs-Comtois ont pour devise « Rends-toi comtois, nenni ma foi ». Monsieur Bérard a coutume de pousser loin la logique du Jurassien. Si le vers homérique est fait pour être dit, la bonne traduction sera la traduction qui pourra mieux se dire, la traduction qui donnera non seulement le sens d'Homère, non seulement le rythme d'Homère, non seulement la couleur d'Homère, mais aussi et surtout ceci qui est l'essentiel du poème représenté, du vers dit, et qu'aucun traducteur n'avait encore cherché, le son d'Homère. Dans cette histoire mélodique qu'attaquait Paul Valéry, dans cette histoire mélodique au sens propre, la logique à l'œuvre est moins celle de la vérité que celle du vraisemblable, loin de la tromperie des anastyloses où notre époque cherche pathétiquement à reconstituer le véritable. Le génie des analogies de Bérard, son génie des transpositions, ne pouvait qu'enchanter Thibaudet, qui, comme Marcel Proust, n'attendait de révélation que des métaphores. Dans le dilemme qui agite le XXe siècle commençant et saturé de références, loin de changer Vénus en document comme le craignait Paul Valéry, le forgeron Bérard a réconcilié Vénus avec Vulcain. La muraille de livres dont M. Bérard s'est entouré pendant 35 ans pour donner son corpus odysséen, le livre des modernes et les alexandrins n'ont pour lui qu'une existence subordonnée à celle du rhapsode, de la parole ailée, sonore et mesurée que réalisa au temps des Homérides le poème représenté. Pas plus qu'Anatole France, Victor Bérard ne craignait que les livres n'étouffent la vie, à condition de s'en nourrir véritablement. Plus confiant en l'existence que l'auteur désabusé de l'histoire contemporaine, il appartient à une génération qui, pour reprendre le titre d'un roman d'Henri de Régnier, croyait au passé vivant, donc au présent sans illusion. Ce dont sa traduction d'Homère, ses périples avec Fred Boissonnat et ses nombreux articles sur la question d'Orient témoignent au même titre. Je vous remercie.